surtout bienvenue. Bienvenue à Baptiste Turny et puis à Fabien Fiva, qui est là pour la première fois d'ailleurs. On est ravis de vous recevoir à ce 3e café féministe en présentiel, qui a pour but, je rappelle, il y a certaines personnes, enfin je vois des nouvelles têtes aussi dans l'assistance et ça fait vraiment plaisir, qui a pour but de suivre et de voir en fait ce qu'il advient de nos revendications au niveau du Parlement fédéral, mais qui a aussi comme but de créer un lieu d'échange, de partage, peut-être aussi de réflexion. Donc, vous l'avez remarqué, enfin, surtout toi, Baptiste, qui a déjà participé aux autres, on a un petit peu changé le concept cette fois. On a décidé de l'organiser ici, donc à la Mare, donc qui est un lieu autogéré et multiculturel d'accueil et de rencontre, en collaboration avec l'association Droit de Rester, qui s'engage depuis 2015 auprès des migrants et migrantes au travers de moyens juridiques, mais aussi de moyens politiques. C'était important pour nous d'organiser ça cette fois en collaboration avec Droit de Rester et ici, parce que d'une part, on va aborder effectivement le sujet brûlant des centres fédéraux, et on avait envie d'en parler avec des spécialistes, hein. Voilà. Mais aussi avec l'arrivée d'une certaine association dont on taira le nom, de féministes identitaires. Et donc c'était très important pour nous d'organiser ça ici cette fois pour réaffirmer notre position antiraciste, qui est au fondement de notre lutte féministe. Et puis, ce soir, on a le plaisir de vous, de vous accueillir, de discuter avec vous. Et puis, la soirée va être organisée en 3 parties, enfin en 3 thèmes différents. Un premier thème sur les centres de détention et la problématique aussi de leur privatisation et de la violence qui en découle. Et puis, ensuite, de la réforme AVS 21, on ne pouvait pas ne pas en parler. Voilà, qui veut quand même, je le rappelle, augmenter l'âge de la retraite des femmes d'1 année alors qu'on gagne toujours un tiers de rente de moins que les hommes quand on arrive à la retraite. Puis finalement, je pense que ça aussi, ça va être une discussion très très chaude au Parlement durant votre prochaine session. C'est la révision du code pénal en matière sexuelle et la problématique de l'inscription de la notion de consentement dans la loi. Voilà, ça va s'organiser un petit peu comme ça. Il y aura en fait 3 intervenants pour animer les thèmes. Je distribuerai à chaque fois la parole au public parce que c'est extrêmement important pour nous qu'il y ait aussi du répondant. Donc il faut que les gens, enfin les femmes et les hommes, mais aussi toutes les personnes ici se sentent libres de poser toutes les questions qu'elles veulent à chaque fois, à chaque fin de présentation, parce que c'est aussi ce but-là, c'est de créer cet échange. Et puis, à la fin, évidemment, il y aura l'apéro qui a déjà commencé à être consommé, et puis, surtout, un couscous qui a été cuisiné par Eddie, merci, et qui vous sera servi en fin de conférence, de présentation. J'en profite aussi, avant, je le rappellerai après, parce que je pense que c'est important, la prochaine étape, et notamment la prochaine étape du collectif de la grève féministe, c'est la manifestation du 18 septembre à Berne. On organise des bus gratuits. Il y a au fond, sur la table là-bas, une liste de présence. Vous pouvez sans autre mettre votre nom, votre numéro, etc. On vous recontactera et vous pouvez venir en car gratuitement avec nous. Vous verrez sur la table aussi, je crois que Droit de Rester a posé 2-3 informations. Et puis, les différents flyers concernant justement les revendications et pourquoi on est contre finalement la réforme AVS 21, mais peut-être qu'on pourrait changer d'avis, mais bon, on verra. Vous verrez donc ce flyers avec une argumentation spécifique écologique, parce que c'est le flyers de la Grève pour l'avenir qui s'engage aussi contre AVS 21. Ce flyers plus syndical, on va dire ça comme ça, et le flyers du roman du collectif de la grève féministe. Et je vais donner la parole à Katharina Cachet pour commencer le premier. Est-ce que c'est en là ou... Oui. Moi, je pense que c'est bien, si, tu peux t'asseoir aussi, hein, si tu préfères. Bonsoir. Bonsoir.
Alors, peut-être je fais juste un petit contexte et une petite correction, parce que je vais plutôt parler des centres fédéraux ou d'accueil. Droit de rester, comme elle a dit, Solène, existe depuis 2015. Et pour aller assez droit au but, dès la création de l'association et le début de nos permanences juridiques, nous avons eu assez vite des témoignages de la violence de ce qu'est le système d'asile de manière large. Donc le fait de déjà l'exil, la violence de la fuite, de l'exil et puis de l'arrivée en Europe où les personnes exilées rencontrent des nouvelles violences. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je me rattrape. Petit à petit, notamment à travers la phase test apéreux et après la rentrée en vigueur de la nouvelle procédure, on a vu ces violences devenir de plus en plus claires et en éclaircissant l'aspect systématique de ces violences. Donc notamment, je parle en accès aux soins minimes, en accès à la scolarité pour les enfants dérisoire, en isolement physique, géographique et social très important, et finalement de violences physiques et psychiques à l'intérieur des centres. Juste pour faire un petit... pour moi, c'était important d'amener des témoignages des personnes qu'on voit aux permanences. Brièvement, un exemple, c'est... j'ai vu des gens se faire envoyer des Suisses avec un bras ou un pied cassé par la sécurité. Finalement, j'ai compris que les agents ne faisaient que le travail que les autorités suisses leur ont demandé de faire. Un autre témoignage est moi qui ai perdu ma femme durant la guerre. Eh bien, je suis sortie de la Gouglera, le centre à Fribourg, le centre fédéral à Fribourg, en étant plus traumatisée que je ne l'étais en rentrant. La sécurité rigolait de moi car je suis gay. Enfin, ça c'est juste 3 exemples. Donc, pour venir à votre première question, est-ce que vous êtes informé de ce qui se passe au Centre fédéral de Budry et que pensez-vous du fait que les violences sont systématiques et c'est pas juste des épisodes qui arrivent de temps en temps voilà. Et comment, en tant que parlementaire, pensez-vous agir pour une amélioration des conditions de vie et un arrêt immédiat des violences que les requérants d'asile subissent à l'intérieur des centres? Comme tu veux. Ma première question, oui, j'ai été sensibilisé, je crois que c'était l'année passée. Qui m'a contacté et qui m'a demandé en fait d'écrire au SEM une lettre pour une personne qui était au centre de Boudry et puis qui subissait des violences, qui a souvent fini à l'hôpital. Et puis on a essayé de trouver plusieurs parlementaires pour écrire au secrétariat des travailleurs de migration. Je ne sais pas si tu l'avais fait aussi, mais le problème c'est qu'on a reçu, je pense tous, une lettre type qui montrait que bon, voilà, la situation elle était connue et puis que le secrétaire de migration lui dit simplement non, on estime que tout va bien. Ma voisine de table, qui est Isabelle Pasquier-Berger, elle a posé, je ne sais pas si c'est en travaillant avec droit de rester, une interpellation déjà au mois de mars, ensuite une interpellation au mois de juin. La réponse elle vient de tomber. Le secrétaire de migration dit clairement qu'il a ordonné une enquête indépendante, je crois que c'est Joujou de Ronser, qui s'appelle Basile de Ronser, qui va faire son enquête, qui va essayer de voir quels sont les problèmes, comment les régler. On sent quand même à Berne, et ça il faut le voir, mais on sent quand même à Berne qu'il n'y a aucune volonté d'améliorer la situation, ni dans les centres, ni d'ailleurs au niveau de la migration. C'est un problème qu'il faut régler pour Berne, et puis de voir avec un minimum d'humanité.
il y a... Moi, comme ça, j'ai l'impression en tout cas, notre position à gauche, que ce soit chez les socialistes et chez les Verts, c'est assez difficile de trouver des solutions. À Berne, je vais prendre un exemple, on a traité en commission de politique de sécurité l'extension du mandat de Frontex. C'est les gardes-frontières européens qui sont accusés de multiples problèmes, celui de renvoyer par exemple des migrants en Libye ou de tout faire pour qu'ils ne passent pas la ligne des eaux entre la Libye et puis l'Italie. C'est celui d'avoir repoussé par exemple les migrants dans les bateaux, de les renvoyer, etc. Enfin, vraiment, il y a un long listing de problèmes liés à Frontex. Et puis, il y a eu un débat au Conseil des États avec un projet pour essayer d'accueillir 2800 migrantes et migrants supplémentaires à travers un programme des Nations Unies qui s'appelle Resettlement, je ne sais pas comment on dit en français, relocalisation on va dire. Et puis, 2800 tout à l'heure sur 2 ans, nous ont proposé 4000. Il n'y a rien qu'à passer au Conseil national, on a traité ça en commission, on traitera ça à la prochaine session. On était 2 à refuser l'entrée en matière en commission sur 25. Et puis, on va se retrouver avec zéro personnes qui seront accueillies. La raison principale, c'est les cantons qui estiment qu'ils n'ont pas les capacités d'accueillir. En 2 ans, 2800, c'est avant tout des femmes, des enfants, femmes enceintes, femmes avec enfants ou enfants sans famille, et ils n'arrivent pas à accueillir 2800 personnes pour 2022 et 2023. C'est la raison pour laquelle le Conseil national n'est pas entré en matière, le Conseil des États non plus. Voilà, ça montre un peu c'est l'ambiance qu'on a à Berne sur ces questions-là. Bon, je ne vais pas paraphraser ce que Fabien a dit, c'est assez complet. Je pense que sur l'information, on est assez sensibilisé, d'autant plus après les reportages qu'il y a pu avoir de la RTS sur la violence assez systématique qui règne dans les centres fédéraux. C'est triste à dire, mais ce n'était pas une surprise absolue. Hein. Je veux dire, moi comme avocat, j'ai déjà eu des témoignages, j'ai déjà vu dans les dossiers des choses qui font froid dans le dos dans ces centres, donc c'était une confirmation. Peut-être que la nouveauté pour moi c'était l'aspect systématique. Je pensais qu'il y avait des dérapages, je ne pensais pas qu'ils étaient systématiques. Donc c'est pire encore, mais voilà. Je pense que c'est lié, et le titre du point résume assez bien la chose, je pense que c'est quand même lié, entre autres, pas seulement, mais entre autres au fait que c'est occupé par des entreprises privées. Je dirais, il n'y a pas un code de déontologie, enfin, je ne suis pas un grand ami de la police, mais quand même, je dirais, la police, elle a un code de déontologie, il y a une formation qui est longue, qui est encadrée par l'État, il y a voilà, on peut savoir qui c'est, on peut savoir comment ils ont agi, enfin, il y a toute une série quand même de check and balances, comme on dit, avec la police, qu'il n'y a pas avec une sécurité privée, qui a un mandat, qui l'applique, et puis qui a aucune idée des droits des gens. Hein. Moi, c'est des anecdotes que je raconte souvent, mais ça m'est arrivé, mais je vous dis au minimum 10 fois, de devoir défendre un criminel, comme n'importe quel avocat, et puis de ne l'avoir jamais vu, puis avant l'audience, de quand même demander de pouvoir le voir, puis d'avoir la sécurité privée qui vient avec vous dans la salle. Puis vous leur dites non, c'est le droit de base de n'importe quel prévenu de pouvoir parler avec son avocat sans que vous soyez là. Puis ils vous disent non, on n'a pas reçu le mémo. On n'a pas reçu le mémo, je m'en fous complètement. Et ça, des fois, dure des heures. Et en face d'eux, ils ont un avocat qui sait quand même à peu près ce qu'il dit, etc. Mais voilà. Donc je me rends bien compte que si face à moi, j'ai ce genre de fermeture, quelqu'un qui n'a pas la formation, qui n'a pas la langue, qui n'a pas, etc., se fait complètement marcher sur les pieds. Donc voilà, conscience, oui. Comment agir? Fabien l'a dit. C'est pas tout facile parce qu'il n'y a pas une majorité politique à Berne qui est d'accord aujourd'hui de vraiment changer les fondamentaux. Après, je pense quand même qu'il y a un certain nombre. Comment agir? Il faut continuer de dénoncer les dérives les plus crasses parce que ça finit quand même par marquer les gens, par marquer la population. Et puis ensuite, il faut proposer des petits pas. C'est quand même comme ça qu'on va y arriver parce que, enfin, on va y arriver ou peut-être pas, non, mais c'est la seule chance d'aboutir à quelque chose. C'est de proposer des petits pas. Quant à moi, je pense que l'erreur initiale, l'erreur originelle, si j'ose dire, c'est de faire des centres fédéraux.
c'est-à-dire des structures où on met énormément de personnes qui ont des problématiques totalement différentes et puis qui souvent sont désœuvrées, puis on colle une sécurité privée. C'est ça pour moi l'erreur vraiment originelle. Il y a d'autres pays qui utilisent des structures beaucoup plus petites, 10 personnes, 2 familles, qui mettent un peu, enfin, qui font beaucoup plus attention à la manière dont les requérants d'asile sont traités, et il y a des bien meilleurs résultats. Parce que voilà, je pense que la première erreur, c'est d'avoir ces centres, puis ensuite on leur a évidemment donné des mandats de sécurité à de la sécurité privée. Je pense que c'est faux. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de relater, essayer vraiment de pousser à chaque fois qu'on peut pour déjà au moins faire que ce soit plus une sécurité privée, mais c'est pas gagné du tout aujourd'hui. Hein, ça, je pense qu'il n'y a aujourd'hui pas de majorité pour ça. Mais voilà, proposer des choses à tous les niveaux. Il y a évidemment le niveau fédéral, ceux qui gèrent, etc., mais ça n'empêche pas les cantons aussi d'écrire, ça va pas, comment vous gérez ça, etc., etc. Donc il faut essayer de mettre la pression partout où on peut, mais voilà, c'est difficile, il n'y a pas de majorité politique. Et puis sur le domaine de l'asile, la non-majorité politique, ça va nous poursuivre, parce que nous allons la poursuivre les prochaines fois, ça poursuivra dans les prochains thèmes. Mais dans les prochains thèmes, on peut se permettre un peu plus d'optimisme, à mon avis, puisqu'il y a peut-être une majorité populaire. Sur les thèmes liés à l'asile, c'est très difficile d'avoir des majorités populaires, vous le savez comme moi. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Mais au final, c'est comme ça qu'il faut progresser. Il faut que les parlementaires continuent de déposer, d'interroger, de relater les scandales. Et puis derrière, il faut que la société civile elle s'engage, quitte à lancer des initiatives, quitte à ce qu'elles soient refusées. Mais c'est quand même comme ça qu'on fait progresser petit à petit les choses. Mais donc, pas de solution miracle. Est-ce que tu avais encore d'autres remarques à faire avant qu'on... J'avais peut-être au moins une autre question, en nous deux en tout cas. Il y a quand même peut-être de trouver des... Enfin, j'aimerais bien aller plus dans le concret. Et ça a été mentionné, donc nous on voit 2 brèches ou 2 choses une brèche en tout cas, c'est le fait que le contrat avec le Centre fédéral de Boudry entre le canton et le SEM il termine bientôt et il sera probablement renouvelé, on ne le sait pas vraiment. Et du coup, nous on tient à faire pression par tous les moyens pour que il ne soit pas renouvelé, ça serait le mieux, mais qu'au moins le canton de Neuchâtel mette des exigences fortes en termes de niveau, enfin de comment ce centre sera géré et par qui. Donc je pense que vous aussi en tant que parlementaire, vous pouvez peut-être amener, même si vous n'êtes pas dans le canton, mais vous avez comme un poids là-dedans. Et notamment la question de la privatisation, comme vous l'avez dit, pour nous est hautement problématique. Et c'est pas uniquement au niveau de la santé, mais aussi tout ce qui est le social, donc la gestion du centre, elle est aussi donnée à une société privée qui est cotée en bourse, qui gère maintenant des centaines de centres en toute Europe. Et aussi au niveau de la santé, c'est donné à une clinique privée. Donc tout est géré par des entreprises en fait, et qui par définition n'ont aucun sens de ce qu'est le service public. Voilà, donc pour nous c'est 2 points en tout cas qu'on tient à continuer à interroger. Oui, merci. Moi, je ne savais pas que le contrat était arrivé prochainement. Ça va être là. Donc évidemment, c'est dans ces moments-là où c'est possible de négocier un certain nombre de choses. Si ce sera le Conseil d'État à qui il appartiendra de le faire. J'espère que le canton de Neuchâtel, et puis là je pense qu'on peut s'engager à relayer ça auprès du Conseil d'État, parce qu'effectivement il y a quand même des échanges assez fréquents entre les parlementaires fédéraux et l'exécutif cantonal. On peut relater en tout cas cette sensibilité et puis notre soutien à ces éléments-là. Après, le non-renouvellement du contrat point barre, alors je sais pas, je pense que ça va être un peu compliqué. La question souvent qu'on doit se poser aussi, c'est de savoir si ça n'est pas renouvelé à Neuchâtel, où est-ce que ce sera ouvert, dans quelles conditions, avec quels interlocuteurs. Ça peut être mieux, hein, ça peut être pire.
Donc, C'est difficile. C'est difficile Ouais. que ce soit payé de maintenant. voilà, il y en a 2-3 dans les grisons. Enfin bon, on pourrait discuter du niveau d'horreur, mais enfin, je crois que là-dessus, voilà. Enfin, je veux dire, voilà, les exigences, pas plus tard que c'est quoi? C'est la semaine prochaine qu'on va le Conseil d'État ou celle d'après, je ne sais plus. Le 8, donc on pourra en tout cas relayer que de notre point de vue, c'est quelque chose qui serait important d'avoir des exigences en matière sociale, sécuritaire et de gestion avec, disons, des aspects plus développés. Donc ça, je pense effectivement qu'on peut relayer. Donc merci de l'information. C'est pas... Il y a quelqu'un qui est député. On va trouver un ou une députée au Grand Conseil pour relayer par contre les problèmes. Tiens, encore une chose, hein, moi dans mon souvenir comme ça de député au Grand Conseil, au moment où on a ouvert le centre de Baudry, il faut vous rendre compte quand même que le canton y a vu une super bonne affaire parce qu'il avait moins. Ça baissait son quota d'accueil des réfugiés hors centre. Et donc, clairement, dans la vision qu'avait à l'époque le Conseil d'État, c'était de dire c'est tous des gens en moins qu'on va s'occuper en moins. C'était clairement, c'est un peu cynique, mais c'est pour ça qu'on a. Alors, on avait un bel endroit et tout, mais c'est pour ça qu'on a accueilli, qu'on a accepté de signer un contrat avec le SEM pour ouvrir le centre à Baudry. C'est que c'était nos quotas d'accueil des réfugiés qui baissaient, et puis dans la vision qu'avait à l'époque le Conseil d'État, c'était de dire c'est moins de gens qui seront un jour à l'aide sociale, moins de gens qu'il faudra réinsérer, moins de gens, etc. etc. Donc mettre quand même dans la balance au moment où vous allez voir les députés, leur dire clairement attention, parce que c'est l'argument qui va venir clairement, surtout qu'avec la nouvelle majorité, je ne sais pas comment ça va fonctionner au Grand Conseil, ils n'ont qu'une séance je crois, jusqu'à maintenant, et puis on a perdu la majorité au Conseil d'État, etc., etc. Donc ça veut aussi dire que ce sera plus difficile que jusqu'à maintenant sur ces questions-là. Mais on peut essayer de trouver quelqu'un pour relayer ces questions au Grand Conseil, mais vous allez trouver. Ouais. Bon, sur la question du service public, je pense que c'est vraiment une question clé. Et que ça, c'est important que vous interveniez pour dire que c'est pas normal qu'on passe au niveau privé. Et c'est assez scandaleux qu'on ait instauré des centres, et en particulier dans le canton de Neuchâtel, en démantelant tout le service public, dans un problème d'emploi. Et que là, on aurait pu placer aussi des gens dans des meilleures conditions, à la fois pour ceux qui travaillent. Parce que bon, ces violences, elles sont aussi dues au fait que ceux qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Des formations qui sont insuffisantes. Et donc, c'est un ensemble d'éléments qui après se retournent évidemment contre les réfugiés, mais même pour ceux qui sont dans l'emploi, ils ne sont pas du tout dans des situations confortables. On ne donne pas les outils nécessaires à ce travail, qui est un travail difficile. Et donc là, je pense que maintenant, on a l'expérience, on a 4 ans, on peut imaginer. Hein. Mais maintenant, c'est plus à imaginer, c'est ces éléments factuels. Je pense que c'est vraiment très important qu'on crée, avec votre aide, et puis avec la société civile, et puis avec le Grand Conseil, dans ce canton, vraiment une situation où on ne peut plus accepter que ce centre continue à fonctionner avec un personnel privé. Je pense que ce serait déjà un petit pas dans la direction, mais je partage l'idée qu'en fait on a dit, Baptiste, de dire que c'était déjà une erreur de faire ces centres. C'est sûr. On parlait du fait que la défense elle est quand même confiée à des associations qui sont, je crois, Caritas pour le centre, qui ont un mandat directement du SEM, qui du fait sont payés par le SEM pour assurer une défense des gens qui sont là-bas, dans des conditions temporelles complètement folles. Et en fait, ces gens, et ça je demande aussi toi en tant qu'avocat, en fait on a un tas de gens qui vont dans le centre qui bénéficient même pas en fait, d'une défense adéquate minimum que l'on entend. Notamment le droit d'avoir un défenseur, le droit d'avoir une procédure équitable, proportionnée. Et on a mis en place un système où en fait c'est l'autorité qui rend la décision comme qui paye les défenseurs. Et on a vu que le niveau d'exigence de ces associations, qui avaient des problèmes financiers existants déjà avant,
qui étaient en rupture financière, comme le CSP et comme le Caritas, a fortement baissé. On les voit beaucoup moins actifs sur le terrain de la migration, et ça a été une double bonne affaire quand même. Parce qu'en les payant en fait, pour effectuer les défenses, on les a fait taire, de fait, et ça a créé des énormes tensions à l'interne des associations de défense des migrants qu'on a vécu à l'époque au moment de la nouvelle loi. Aujourd'hui, il faut dire que la défense, elle est minable. C'est-à-dire que quelqu'un n'est même pas en capacité de déposer un dossier. Il n'a même pas la capacité de venir te voir en tant qu'avocat, de demander à constituer le dossier, parce que la procédure est tellement rapide qu'en fait, il n'a pas... Et nous, on a, Catherine a pu raconter, le samedi, il y a plein de gens qui viennent et qui ont des dossiers, ils ne savent pas où est leur procédure, ils ne savent pas les décisions qui ont été prises, et de toute façon, ils ne trouveront jamais un défenseur. Jamais. Sachant qu'un avocat ne travaille pas gratuitement, c'est normal. Hein. À un moment, je vais son travail, mais il ne peut même pas demander une assistance judiciaire. Au moins, avant, sous l'ancienne procédure, il pouvait au moins essayer d'accéder via les associations communautaires à une défense à peu prévalable qui devait être son dossier. Sachant que la plupart des dossiers sont des dossiers où il n'y aura pas d'analyse, hein, parce que de toute façon, ça va être du renvoi direct dans le cadre de Schengen-Dublin. Donc là, là-dessus, tu as entièrement raison, c'est un peu le dernier aspect, c'est ce qui fait que de facto, en gros, aujourd'hui, les collectivités publiques, elles ont dit, on paye des associations pour avoir des juristes, et donc, si un migrant voulait prendre un avocat en dehors de ces associations, cet avocat, on ne lui octroierait pas l'assistance judiciaire, parce qu'en fait, on fait le boulot en payant ces associations. Puis là, c'est l'immense problème, c'est que on peut le faire une fois comme avocat, on peut le faire 2 fois, mais bosser gratuitement, ça devient difficile au bout d'un moment. Tandis qu'avant, au moins, on pouvait obtenir l'assistance judiciaire, qui a un tarif réduit, etc., qui permettait au moins. Et un autre problème, c'est qu'on a privé toutes ces procédures d'effets suspensifs à peu près. Ce qui veut dire qu'en 2-3 jours, on dit c'est dehors, puis après vous pouvez seulement faire recours. Mais aller faire recours pour un client qui a été renvoyé en Afrique ou je ne sais où, c'est impossible. Vous n'avez pas de communication avec, vous pouvez même pas avoir une instruction. Puis un avocat ne peut pas travailler sans instruction. Moi, c'est un cas, donc ça m'est arrivé, hein, c'est du vécu. Je suis sûr qu'on aurait gagné à la fin, mais il n'y a pas eu d'effet suspensif. La personne a été renvoyée, elle n'a jamais pu me recontacter. Moi, je ne peux pas sans instruction. Enfin, vous voyez, donc il y a 2 choses, c'est que les associations, sans doute, dont vous faites mention, ont trop de cas par rapport au nombre de juristes. Ça, c'est un problème. Mais surtout, le problème, c'est que le droit, et c'est quand même le droit tel que l'a voulu malheureusement la majorité du peuple suisse, il est odieux. Mais vraiment. Et il ne vous permet pas, même si vous avez un super avocat qui dit, bon, là, je m'en fiche, je travaille gratuitement, j'ai assez gagné d'argent dans ma vie, vous n'arrivez juste pas, parce qu'il n'y a pas accès au dossier, les procédures sont trop rapides, les règles minimales de procédure, de mon point de vue, ne sont pas respectées, et donc, c'est des cas, vous les savez être perdants, à peu près, avec le droit qu'il y a actuellement. Et moi, je connais 2-3 de ces juristes qui travaillent pour Caritas ou ailleurs. D'ailleurs, il reste souvent pas très longtemps, parce que c'est horrible. Vous avez les dossiers, et puis en 5 minutes, vous dites, bon, c'est cas perdant. Ah là, il y a peut-être une petite chance, je fais cas perdant. Et vous n'avez juste pas le temps de réfléchir au fait qu'il y a des êtres humains derrière, etc. Mais c'est la réalité du droit positif, du droit tel qu'il est appliqué aujourd'hui en Suisse. C'est presque impossible c'est pas impossible, mais c'est extrêmement rare de gagner un dossier en matière d'asile, simplement parce qu'on a voulu, je dis on, évidemment pas nous ici, mais on a voulu, la majorité du peuple suisse a voulu un droit où on renvoie les choses. Et c'est assez grave. Je pense d'ailleurs que quand même un jour la Suisse devrait, enfin ça doit arriver périodiquement, mais j'espère que la Suisse sera de plus en plus condamnée par la CEDH sur ce type de procédure, parce que c'est des procédures qui, à mon avis, simplement ne garantissent pas les droits de l'homme. Juste sur l'aspect du service public, pour être sûr de bien comprendre, c'est qui décide de comment on organise ce centre? C'est pas le canton, c'est le SEM. Le SEM, mais le SEM, il est dépendant que le canton dise oui à quelque chose. D'accord. Et pour le canton,
c'est juste pour être bien sûr. Donc, en fait, l'idée que tu as, c'est de dire, comme on sait qu'on ne traverse pas au SEM et à Berne, mais qu'on a un peu plus de chance ici à Neuchâtel, on fait pression d'une manière ou d'une autre, autant qu'on le peut. On essaye d'agir à Neuchâtel pour que le Conseil d'État, le Grand Conseil, les autorités neuchâteloises disent nous, il y a renouvellement seulement si service public. C'est ça l'idée, c'était juste pour bien comprendre.